Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Stevens Rousseau et dans le cadre d'un projet porté par l'Université de Nantes avec Teresa Onderkova et Angèle Moreau, nous concluons aujourd'hui notre mini-série de podcasts associés à la problématique des violences sexuelles et du cinéma, mis en scène par le film Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayer. Dans le cadre de cette dernière réflexion clinique, nous nous aiderons de grands théoriciens de la psychanalyse, ainsi que du récit de Camille Kouchner dans son livre La Familia Grande, paru en 2021, afin de tenter d'ouvrir les possibilités de compréhension et d'accompagnement pour ces victimes. Freud, dans son écrit Malaise dans la civilisation en 1930, décrivait 3 sources de souffrance inhérentes à notre condition humaine. Celle du corps, du monde extérieur et d'autrui. Il considère que la souffrance provenant de cette dernière source, nous l'éprouvons peut-être plus douloureusement que tout autre. Le traumatisme sexuel imposé par l'autre, en effractant le corps, s'immisce à terme dans toutes les composantes de la personnalité d'un individu, régissant son lien au monde extérieur. Pour Ferenczi en 1934, le traumatisme constitue une impossibilité de verbaliser le réel, c'est-à-dire la situation traumatique. En 1932, il considère que le trauma constitue une commotion qui fait éclater la personnalité. Il décrira le clivage qui en résulte par toutes sortes d'images. Clivage d'une partie morte, tuée par la violence du choc, qui permet au reste de vivre une vie normale, mais avec un morceau de la personnalité qui manque, qui reste hors d'atteinte, comme une sorte de kyste à l'intérieur de la personnalité. Dans le cadre d'une approche phénoménologique, Barrois en 1998 considère que la confrontation au traumatisme apparaît comme une rupture du lien avec le monde, le sujet devant composer avec l'impensable et la rencontre du réel de la mort. En conséquence, le traumatisme sexuel alimente une mort intime. Celle enfouie dans les abysses des souvenirs que l'on souhaite oublier. Dans le cadre de cette considération, le sujet ne se rappellera pas qu'il est resté sidéré, désemparé et sans aide face à l'attentat sexuel que cela compose. Il se prêtera cependant volontiers tous les maux qui l'assaillent. Adviendra alors confusion, honte, culpabilité et l'envie de ne plus exister pour, peut-être, ne plus exister dans le regard de l'agresseur. S'effacer à soi-même comme l'autre nous a effacés. Nié dans notre humanité, peu importe l'âge. Peut-être cela constitue-t-il l'aveuglement et l'aliénation que l'on retrouve dans le traumatisme, qui aura alors toutes les armes pour pouvoir s'exprimer par diverses ramifications et moyens. C'est ainsi que le vécu du traumatisme pourra alimenter une destruction du sentiment de soi et de ses défenses, pouvant mener à des inhibitions importantes, perturbant l'économie pulsionnelle, la symbolisation et l'autonomie du sujet. La rencontre avec l'effraction que compose le traumatisme sexuel n'est évidemment pas du même ordre que la rencontre avec ce qui compose l'homme civilisé. La rencontre à l'agresseur que l'on ne peut réussir à se représenter laisse indéniablement des traces dans la considération que l'on a de soi-même. Culpabilité, honte, détresse deviennent alors les voisines de la souffrance propre à ces victimes. Ce retournement contre soi peut alimenter l'idée que le destin cruel auquel est confrontée la personne victime est issu du mal qu'elle a elle-même accompli. La culpabilité ou encore la honte, c'est rester du côté de l'homme pour ne pas se laisser soustraire à l'agressivité, à la violence qui pourrait être à l'œuvre, celle que l'on a subie. Cependant, Freud, en 1930, dévoile que lutter contre l'agressivité peut rendre tout aussi malheureux que l'agressivité elle-même. Car l'agressivité inhérente à notre condition humaine peut être salvatrice quand elle est bordée par un tiers. Le paradoxe inhérent à tout processus traumatique vient éclairer la manière dont le sujet doit devenir acteur de son vécu pour ne plus en être une victime passive, afin de pouvoir se dégager de sa souffrance. En modifiant le rapport entretenu à la situation qui fait effraction.
Dans un cadre thérapeutique, Freud en 1914 considérait l'importance de ne pas traiter sa maladie comme une affaire historique, mais comme pouvoir actuel. Ce qui est signifié ici est l'importance de ne pas mener le sujet directement à revenir sur ce qui compose le nœud de ses souffrances, au risque de l'amener sans le concevoir, au même hors-lieu et hors-lien qu'a constitué la situation traumatique. Car le traumatisme ne peut se dire. Il s'agit alors de travailler sur l'effet du traumatisme au sein de la vie actuelle. Il y a évidemment ici toute la complexité ainsi que le redoublement transitoire de la souffrance que cela peut engendrer. Ce travail d'appropriation de son vécu pourra passer par la parole, la mise en scène artistique ou par l'agir lorsque le sujet sera confronté à l'impasse des mots. Car nous le comprenons, tout ce qui se donne à voir est un acte de parole. En tant que clinicien, ce que l'on perçoit construit alors l'image qui met en scène le réel, quand le discours, lui, l'oriente. Nous pouvons prendre comme illustration cette scène de la serviette dans la salle de bain, où Odette tente de signifier à sa mère, sans le dire, ce qu'elle a subi. Cette dernière, ne voyant pas les messages, l'enverra en vacances chez la famille de son agresseur. En suivant la réflexion freudienne, c'est ainsi bien la confrontation qui permet la libération, ou qui tente cette visée. Freud considérait, en 1914, dans une lignée probablement nietzschéenne, que la maladie elle-même ne doit plus être à ses yeux rien de méprisable, mais plutôt devenir un digne adversaire, une partie de son être qui s'appuie sur de bons motifs et dont il s'agit de tirer quelque chose de précieux pour sa vie ultérieure. Nous identifions probablement ici le concept de résilience théorisé par Boris Cyrulnik. La question inhérente des victimes pourrait être alors: mais comment faire d'une partie de soi meurtrie un moteur de ma vie future, quand mon agresseur, par ses actes, son regard ou encore le poids de ses mots me l'a enlevé? Il n'y a malheureusement pas de réponse. Cette question relève de la temporalité subjective et de ce que le sujet, à un instant T, est prêt à entendre de la vérité de sa souffrance. Car un dévoilement trop précoce peut être plus destructeur que l'on ne peut le croire. Il n'y a donc pas de conseil ou de protocole à suivre pour affronter la violence du réel, la violence du trauma. Nous comprenons peut-être ici les prémices de la répétition possible et parfois nécessaire du traumatisme, dans son vécu ou sa mise en scène, malgré son essence mortifère, pour plus tard permettre au sujet de se libérer de la douleur intime du souvenir écran qu'il constitue. La victime pourra alors tenter de trouver refuge dans un monde à soi, à travers les conduites addictives, en substituant à la pulsion de mort la pulsion de vie, en cherchant de nouvelles sensations corporelles transitoires. Elle pourra aussi tenter de se soustraire au monde extérieur pour ne plus exister. Chaque mise en relation creusait un abîme. J'étais asphyxié. Tout ce qui exigeait ma présence m'était invivable. En toute occasion, je préférais m'évader. J'entrais dans une pièce pleine de gens sans jamais oser dire bonjour. Je préférais penser qu'on ne me voyait pas, dit Camille Kouchner dans son livre La Familia Grande. Cette dernière nous décrit l'hydre du silence qui aura alimenté son impossibilité d'agir, celle déployant ses tentacules sur l'ensemble de son rapport au monde. Cette hydre qui phagocytera la parole de l'enfant qu'elle fut, et de son frère, jusqu'à les rendre coupables, à s'en tuer eux-mêmes. Pour ne pas blesser leur mère, par peur de sa réaction, pour ne pas être coupable d'une possible destruction de son image et de son devenir, ils décideront de la protéger, au détriment d'eux-mêmes. Ce livre décrit combien l'environnement est le point d'ancrage de la révélation du traumatisme, comme de sa dissimulation. Camille Kouchner partage ces mots assassins de sa mère, page 189. Il n'y a pas eu de violence. Ton frère n'a jamais été forcé. Mon mari n'a rien fait. C'est ton frère qui m'a trompé. C'est plus tard, par l'intervention d'avocats, que le réel trouvera des mots pour enfin se nommer. Vous avez été victime d'un crime. Vous avez été victime d'inceste, monsieur. À mon sens, votre beau-père est coupable et il devrait être en prison. Camille Kouchner décrit ce qui se passe en elle, à ce moment-là.
Mon souffle s'arrête. Mon corps est totalement crispé. Même l'hydre qui avait entamé sa danse reste en l'air, totalement paralysé. Les mots, ces mots que je n'ai eu de cesse d'aller chercher durant mes années de droit et qui n'ont pas suffi jusque-là. Les mots, ces mots que j'attendais, je ne suis plus seul à les prononcer. Cette qualification juridique, si simple. Pas un jugement moral, une infraction, un crime puni par la loi. Cette reconnaissance de la souffrance, par un tiers, enfin. Cette reconnaissance peut être recherchée dans le regard maternel et qui conclut le livre. S'il te plaît, maman, ne faisons pas comme si ce n'était pas grave. C'est ainsi que le défaut d'un regard contenant et accueillant ne peut permettre de lier les angoisses vécues, permettant l'humanisation de cette part meurtrie. De cette manière, advient peut-être une parole, loin de la morale et de ses conséquences, pour finalement permettre à Camille Kouchner l'écriture d'une lettre à celle dont elle attendait de l'aide. Nous décidons de choisir ces mots, si révélateurs, pour conclure. Ces mots, pour tenter, comme elle le dit elle-même, d'empoisonner l'hydre en achevant son livre. Car nous le comprenons désormais, libérer l'homme, c'est libérer l'isolement que revêt la morale du langage culturel et historique qui en fait son essence. Voici le passage sélectionné. C'est vrai, maman, mon frère m'a dit tais-toi. Et jusque-là, aujourd'hui, je me suis tu. Mais ce silence n'est pas le résultat de ma promesse. Contrairement à ce que tu peux croire, il n'y a aucun pacte, aucun secret juré. Mon silence est le fruit des croyances de l'enfant que j'étais. Mon silence est le résultat de ton effondrement et de la confiance qui manquait dans la maison, maman, après le suicide de Paula. Nous étions si petits et vous nous paraissiez si grands, si importants, si essentiels. Comment notre beau-père aurait-il pu désirer autre chose que notre bien ? Qui étais-je pour m'opposer à cela ? Qui se serait tué cette fois ? Ce sont les parents qui font taire les enfants, pas les frères, pas directement. Votre désir, le tien et celui de ton mari dérangé, pour nous est une terreur jamais égalée. Voilà mon silence, maman. Je n'ai pas protégé mon frère, mais moi aussi j'ai été agressé. Je l'ai compris qu'il y a peu, notre beau-père a aussi fait de moi sa victime. Mon beau-père a fait de moi sa prisonnière. Je suis aussi l'une de ses victimes, victime de la perversité. Pervertie, mais pas perverse, maman. Où étiez-vous ? Que faisiez-vous quand sous vos yeux nous sombrions ? Vous que j'aimais tant, qu'avez-vous fait depuis que vous savez ? Peut-être que, comme tu me l'as reproché, maman, je n'aurais pas dû me taire. Peut-être que j'aurais dû parler. J'y ai beaucoup réfléchi. Ta condamnation, comme le pire des poisons. Mais au fond, maman, depuis la mort de Marie-France, je chemine et je sais, même si j'avais parlé, tu ne serais pas partie, Evelyne. Certains diront que tu fais partie de cette génération-là. Moi, je crois surtout que tu fais partie de ces gens-là. Tu penses vraiment que j'aurais dû parler ? Regarde-moi, maman, je le fais. Je prends le risque, même si je ne respire plus. Je m'arrache à Victor au risque de le perdre, au risque de le blesser plus encore. Mon beau-père m'a fait trop de mal, à moi aussi, et en s'en prenant à mon frère, il a fait trop de victimes. Frères et sœurs muselés par des parents inconséquents. Oncles, tantes, cousins, enfants et petits-enfants. Tes petits-enfants qui ont eu à subir sans comprendre la violence de ton effacement. Regarde-moi, maman. C'est pour toutes les victimes que j'écris, celles si nombreuses que l'on n'évoque jamais parce que l'on ne sait pas les regarder. Maman, toutes ces années, la culpabilité, la tristesse et la colère m'ont étouffé. J'avais 14 ans et j'ai laissé faire. J'avais 14 ans et en laissant faire, c'est comme si j'avais fait moi-même. J'avais 14 ans, je savais, je n'ai rien dit. J'avais 14 ans et je te mentais, maman. J'avais 14 ans et j'ai sans doute pris du plaisir à découvrir un espace que je croyais interdit. J'avais 14 ans et quand on est la sœur, on endosse la culpabilité pour alléger l'expérience du frère. On la fait sienne pour le dégager. On s'emprisonne. Je serai toujours la mieux placée pour comprendre l'irrationnelle culpabilité de Victor. J'ai vécu avec la mienne, chaque jour, pendant 30 années, jusqu'à ce que la petite fille alerte et amusée que j'étais se libère de sa mère et tente d'empoisonner l'hydre en achevant ce livre.
Avant de nous quitter, nous aimerions, Teresa Anderkova, Angèle Moreau et moi-même, vous remercier d'avoir suivi cette mini-série de podcasts sur cette thématique si importante. Nous espérons qu'à travers le maillage des différents regards permis par nos invités, vous aurez pu saisir toute la complexité et l'enjeu que relève l'accompagnement de ces victimes, tant au niveau pénal que psychique. À bientôt, peut-être, pour un nouvel échange.